Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée des hommes de ce jour et je vous remercie pour l'intérêt que vous montrez pour nos productions. Vous connaissez l'action laïque en Belgique. Connaissez-vous l'action laïque en Europe? Tel est le thème de réflexion de notre émission d'aujourd'hui et je vous présente trois invités. Pierre Galland, vous êtes président du Centre d'action laïque, vous êtes aussi président de la Fédération humaniste européenne qui règle un peu les problèmes de la laïcité en Europe. Vous allez nous en parler dans un instant. Pierre-Arnaud Perutti, vous êtes le directeur de la cellule Europe au sein du Centre d'action laïque. Et Georges Liénard, vous êtes un ancien président du Centre d'action laïque et un ancien secrétaire général de la Fédération humaniste européenne. Alors, la Fédération humaniste européenne fête ses 22 ou 23 ans d'existence. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est, parce que je pense que les personnes qui nous suivent connaissent bien le Centre d'action laïque, hein, de mieux en mieux, mais ne connaissent peut-être pas la Fédération humaniste européenne, son action, ses buts, son histoire par exemple, Pierre Galland. Ben, son histoire, je veux dire, écoutez, vous avez ici le fondateur, hein, vous avez Georges, on va demander à Georges de quand même donner un peu d'histoire. Je ne suis pas tout à fait le fondateur, mais j'ai participé, étant à ce moment-là le responsable au Centre d'action laïque de la création d'une cellule européenne. Et c'est notre ami Claude Wactelard qui était le premier secrétaire général de la Fédération humaniste européenne. Elle a été créée en 1991 à Prague par un souci des associations membres de l'association internationale humaniste laïque en fait, qui trouvait qu'il y avait le champ européen nécessitait une attention particulière et ça n'a pas cessé. Et à partir de là, il y a eu toute une série d'actions. D'abord, toutes ces associations étaient européennes, membres de l'Union, dont les pays étaient membres de l'Union européenne, plus la Norvège, qui ne fait pas partie de l'Union européenne, mais qui a développé une action laïque, humaniste dans ce pays. Ça, c'était l'origine. Et alors pourquoi peut-on se demander, pourquoi exercer une action laïque au sein de l'Europe, alors que pour le citoyen ordinaire, l'Europe représente un grand machin économique, peut-être un grand machin politique, certainement pas un grand machin militaire, mais au niveau de la culture, dans la perspective du combat entre les laïcs et les non-laïcs, ou les croyants et les non-croyants, on se demande un peu ce que vient faire la laïcité dans l'Europe, Pierre Galland. Oui, l'Europe, c'est d'abord comme ambition successive de tous ceux qui ont créé l'Europe et qui la construisent petit à petit, c'est une Europe de citoyenneté. C'est une Europe des peuples, c'est une Europe qu'on cherche à construire. On a construit un Parlement européen qui aujourd'hui est élu démocratiquement, qui est en charge de contrôler les institutions européennes, qui est en charge de faire une série de propositions au Conseil, etc. Donc, oui, on avance, mais c'est très difficile parce que cette avance se fait en même temps qu'un élargissement. Alors, on élargit sans cesse l'Europe à des nouveaux pays, c'est pourquoi je le dis tout de suite, mais en même temps, ça crée une espèce de confusion entre les objectifs qui sont poursuivis. En plus, l'Europe aujourd'hui apparaît de plus en plus comme normative, celle qui fait les règles qui permettent aux concitoyens de l'Europe de vivre ensemble. Et cette vision normative est souvent utilisée par les chefs d'État comme étant une espèce d'excuse en disant « mais c'est l'Europe qui veut ça lorsqu'ils sont en difficulté ». Donc, c'est vrai que construire l'Europe est un objectif difficile, et dans cette Europe, après ça, il y a aujourd'hui, rien que sur la place de Bruxelles, des milliers de groupes de lobbyistes qui essayent d'influencer les institutions, le Parlement, le Conseil, sur des intérêts particuliers. Ces intérêts particuliers portent à la fois sur l'économie, sur le social, le syndicat existe aussi quand même au niveau européen, sur la culture. Relativement peu sur la culture. On serait étonné quand on voit aujourd'hui le combat qui est mené par les frères Dardenne pour essayer d'empêcher que dans l'accord transatlantique entre l'Europe et les États-Unis, la culture ne devienne... L'exception culturelle, c'est quand même un combat qui date depuis longtemps et souvent les citoyens s'expriment. Eh bien, il était important dans cette notion de citoyenneté que les citoyens qui sont pour une laïcité de l'Europe, c'est-à-dire que les institutions soient impartiales en matière de conviction et de respect des libertés des citoyens. Il fallait que, quelque part, s'expriment ceux qui portent les idéaux et les valeurs de la laïcité. Et donc, c'est le mérite de mes prédécesseurs, et donc de Georges aussi, d'avoir
pousser cette FHE à devenir, cette fédération humaniste, à devenir quelque chose. Alors, c'est extrêmement compliqué, je vais vous dire, parce qu'en Europe, lorsque vous dites laïcité, tant que vous êtes dans les pays latins, ok, on vous comprend. Vous êtes déjà en Flandre, en Belgique. Laïcité, ça ne se traduit pas vraiment en flamand. On parlera d'humanisme. Vous êtes en Allemagne, vous êtes dans les pays nordiques, vous êtes en Angleterre. Laïcité, non. Sécularisme, athéisme, tout ce qu'on veut. Mais donc, il y a des conceptions différentes qui sont dues à l'historicité des différents pays européens. Et donc, il n'y a pas une conception unique de ce qu'est la laïcité, sauf sur un point, en tout cas, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Mais sur le plan philosophique, déjà, il y a des nuances, et tout ça est riche, c'est la richesse de l'Europe aussi. Mais ça demande une construction. Et donc, on a construit la laïcité à différents niveaux. Un niveau qui est, nous avons une obligation d'être présents aux institutions pour faire entendre la voix des laïcs par rapport à la voix des religieux qui se sont organisés. Parce que les religieux, eux, sont extrêmement bien organisés, ont des lobbies très puissants, et même, dit-on, l'Église de Scientologie a une maison qui est très proche du Parlement européen. Dès qu'une Église est reconnue dans un pays, elle a automatiquement le statut d'église au niveau européen. Et d'après l'article 17 du traité de Lisbonne, comme l'Europe a, sous pression des églises, mis les églises en dehors de la société civile comme interlocuteurs privilégiés, la chance qu'on a eue, c'est le combat des laïcs pour obtenir qu'à côté des églises, on ajoute les courants philosophiques. Et donc, comme l'Église de Scientologie est reconnue en Espagne, elle a droit de citer à Bruxelles, même si elle n'est pas reconnue comme religion par l'État belge. Et ça veut dire en clair qu'à Rue-Belliard, vous avez un bâtiment important avec un nombre de personnes important de la Scientologie qui essayent d'influencer les institutions européennes. Vous disiez les courants philosophiques, il n'y a donc pas seulement, en dehors des religions, il n'y a pas seulement la laïcité dans les courants philosophiques. Ben non. Par exemple, les bouddhistes. Il y en a d'autres. Mais ça, c'est presque une religion, les bouddhistes. C'est presque une religion, moi je suis d'accord. Mais eux, non. Eux veulent se faire reconnaître en Belgique comme un courant philosophique. Et donc, il y a des courants philosophiques qui peuvent exister, mais le principal courant philosophique en Europe aujourd'hui, c'est quand même la laïcité. Et donc, on s'est construit petit à petit avec un travail qui a été fait par mes prédécesseurs et qui aujourd'hui nous impose d'avoir une vision de qu'est-ce que l'Europe en devenir. Oui, mais j'aimerais bien que dans le concret, on évalue les questions, sans doute culturelles, où les mouvements laïcs peuvent intervenir. Quand je dis les questions culturelles, je pense aussi à diverses questions relatives aux sciences et en particulier à la bioéthique. Les laïcs n'ont pas une idée particulière sur le fonctionnement des ascenseurs, sur le commerce international ou sur la vitesse autorisée sur les autoroutes. Mais prenons un cas précis. Oui, justement. En Europe aujourd'hui, il y a quand même un courant majoritaire encore, heureusement, c'est le courant, quand on réfléchit raison, on est d'accord que derrière, il y a tout l'évolutionnisme, le darwinisme, que ce qui nous réunit la plupart des Européens aujourd'hui, c'est quand même que nous sommes en évolution. Et ça, c'est une conquête scientifique. Scientifique, bien entendu. C'est évident. Mais donc il faut la défendre. Mais c'est culturel aussi. Bien sûr. Et donc, vous avez des courants en Europe et des États en Europe qui défendent le créationnisme. Et donc, l'Europe devient un lieu de confrontation essentiel sur des matières comme celle-là qui vont jusqu'à distribution dans nos écoles de documents qui viennent de Turquie et qui prônent le créationnisme. Mais la Turquie n'est pas encore dans l'Europe. Elle n'est pas dans l'Europe, mais elle est présente. Et donc, il y a beaucoup de Turcs en Europe, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Belgique, on a beaucoup de compatriotes qui sont d'origine turque. Et moi, je vous dirais que je suis aussi pour l'ouverture à la Turquie. Il n'y a pas de raison, mais ce sont des faits qui existent. Et puis, il y a tous des éléments beaucoup plus déterminants encore. Et je voudrais bien passer la parole à Pierre Arnaud. Oui, j'allais l'interroger. Le combat aujourd'hui sur la bioéthique, par exemple. C'est essentiel. C'est vrai que la bioéthique aujourd'hui, c'est un sujet qui rassemble tous les laïcs en Europe, parce que Pierre Galland faisait allusion aux divergences qui peuvent exister d'un pays à l'autre, au nord, au sud de l'Europe, en fonction de l'histoire de chaque pays. Mais s'il y avait une chose qui rassemble les laïcs très largement, ce sont les questions éthiques. Et ils sont minoritaires. Ils restent aujourd'hui minoritaires. Je pense, dans l'Europe, ils restent minoritaires sur les questions de bioéthique. Oui, mais ils peuvent s'entendre avec des religieux progressistes, des scientifiques notamment. Il ne faut pas aller très loin. À l'Université catholique de Louvain, il y a des gens d'origine peut-être culturelle ou religieuse, qui prônent une liberté de recherche très, très importante. En matière de bioéthique. Exactement. Et donc aujourd'hui, effectivement, il y a un débat auquel Pierre faisait allusion qui est important au niveau de l'Union européenne, c'est que l'Union est en train de définir
le cadre de financement de la recherche à l'horizon 2020, ce qui est pour une fois assez intelligent, c'est-à-dire d'essayer de voir un peu plus loin et d'avoir une vision sur où est-ce qu'on veut amener la recherche européenne et comment rationaliser et centraliser les moyens. Mais évidemment, dès qu'on parle d'argent, ça suscite des convoitises, surtout qu'en l'occurrence, c'est beaucoup d'argent. Et une question centrale, c'est la question des recherches sur les cellules souches. Et donc là, derrière cette question-là, il y a toute la conception de la vie, effectivement, à partir de quand commence la vie, et je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Et donc les églises interviennent pour essayer d'empêcher la recherche sur les cellules souches. Or, ce que l'Union européenne fait, c'est d'essayer de promouvoir cette recherche uniquement dans les pays qui l'autorisent. L'Union n'a pas la capacité, les compétences de l'imposer à des pays qui la refusent. Exactement. Et donc on ne parle même que de pays, que des rares pays comme la Belgique qui l'autorisent. Et donc effectivement, il y a là un enjeu, un champ de controverse très important dans lequel les églises s'engouffrent de tout leur poids, mais qui permet aussi de rassembler des forces de toutes tendances politiques confondues et d'horizons très très larges d'ailleurs. Moi, je Oui, crois Georges Guénard. que ce que Pierre Arnaud vient de dire est extrêmement important. Parce que comme Pierre le disait, le mot laïque humaniste, on va chipoter sur les termes, sur les mots. Mais il y a tout de même un certain nombre de points sur lesquels les humanistes, ou disons les non-croyants, trouvent des alliés dans toute une série de domaines. Et ce qui veut dire que cette société n'est pas aussi compartimentée qu'on peut le croire. Et c'est ce que Pierre Arnaud vient de signaler. À propos des questions de bioéthique, bien entendu, mais aussi sur des questions d'égalité homme-femme, par exemple. Voilà un sujet qui est extrêmement brûlant. Et il y a comme ça toute une série de questions où on peut trouver des alliés objectifs. Et il me vient à l'esprit, dans l'époque à laquelle j'étais présent en tant que secrétaire général, qui était une époque de fermentation, on pourrait dire, extrêmement importante, extrêmement intéressante, qui était celle ça fait 10 ans maintenant, la Convention Giscard d'Estaing, qui préparait un traité. Alors, vous imaginez un traité, en fait, ça n'a pas été un traité, enfin, c'est devenu un traité, ça n'a pas été une constitution, pardon, et on a vu apparaître là un certain nombre de questions sur lesquelles il a fallu se pencher et se présenter. Et c'est à cette occasion qu'on s'est rendu compte que la Fédération humaniste européenne, Pierre l'a rappelé, qui était finalement une petite association, j'insiste, dont les membres sont des associations dans les différents pays. Et on a trouvé très rapidement une série d'alliés objectifs pour défendre toute une série de questions. Et je songe par exemple quand le fameux article 52 qui octroyait donc des pouvoirs, on pourrait presque dire des pouvoirs spéciaux, j'exagère un peu, aux églises par rapport aux institutions européennes. Expliquez-nous un petit peu le mécanisme. Quels étaient ces pouvoirs spéciaux dont vous une question parlez? philosophique, c'était d'essayer de faire croire que, au fond, les racines de l'Europe étaient chrétiennes. Oui, c'est donc ça l'article 5. Il y a eu deux choses. Hein. Il y a eu ce premier aspect qui était donc l'aspect du préambule. Oui, c'est Mais ça le préambule. pendant que tout le monde se focalisait sur cet aspect de préambule, personne n'a vu qu'il y avait dans le traité un autre article qui était 51, puis qui est devenu 52, qui en réalité donnait aux églises, et on dit aussi aux institutions non confessionnelles, mais ça, on y reviendra sans doute là-dessus, donnait la possibilité de s'adresser directement, ou plus exactement, que l'Union européenne pouvait s'adresser à elle. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que beaucoup de nos amis n'ont vu que l'origine chrétienne qu'on voulait mettre dans le préambule et n'ont pas vu le danger de cet article. Or, la Fédération humaniste européenne a eu la chance d'avoir la copie d'un courrier adressé par le comité des évêques catholiques et des évêques protestants et anglicans au bureau de conseil politique près du président de la Commission européenne, qui émettait toute une série d'exigences à retrouver donc dans le traité, à être consulté régulièrement. Mais surtout, et le dernier point qui faisait le plus problème, c'est qu'il demandait d'avoir un bureau au sein des organismes de la Commission européenne. Exactement. Et alors, à ce moment-là, on s'est dit, ça, c'est pas possible. Et ils expliquaient pourquoi. Parce que comme ça, les églises pourront être au courant de ce qui se prépare et pourront préparer leurs réponses. Et pourquoi pas tout le monde? Et pourquoi pas seulement uniquement les laïcs? Donc nous disions, bon, si c'est comme ça, alors les laïcs aussi et tout le monde. Et notre principe, c'est que l'Église soit dans la société civile et puis c'est voilà. tout. Oui, bien sûr, soit écarté du pouvoir. C'est ça le combat qu'on a mené. Mais ça, c'est la laïcité. Mais aujourd'hui, ce combat, comme dit Georges, est aussi important parce que, par exemple, sur le principe de précaution. Le principe de précaution qui, au départ, était un principe
écologique, de précaution par rapport à la nature. C'est devenu un argument des églises en permanence dans leur pression sur les institutions pour empêcher qu'on fasse des recherches sur les cellules souches, pour dire qu'après tout, la vie, on ne sait pas exactement vraiment d'où elle provient, etc. Et que donc, sur l'euthanasie, il faut être extrêmement... pour faire en sorte qu'à tout moment, ils se protègent. Et puis, ils ont inventé un nouveau principe, l'objection de conscience, qui chez nous était bien connue, puisque c'était l'objection de conscience au service militaire. Oui. Ils ont repris l'objection de conscience pour permettre aux médecins, par exemple en Italie aujourd'hui, 80% des médecins se déclarent objecteurs de conscience contre la pratique des avortements. Et donc, les femmes italiennes qui aujourd'hui veulent recourir à l'avortement se trouvent confrontées à un corps médical qui, lui, s'est mis aux ordres de l'Église. Nous devons donc en permanence être en vigilance démocratique et vigilance laïque de ce que sont nos valeurs et nos principes, et d'obliger aussi la Commission, le Conseil et le Parlement à savoir que quelque part, ils ont adopté, en matière des droits de l'homme, une série de règles qui sont issus de la Déclaration universelle des droits de l'homme et qu'ils doivent être quelque part cohérents. Et cette cohérence est toujours mise en cause par ceux qui ont en fait des agendas cachés, et notamment les églises. Vous dites Ce des qui est agendas. intéressant, je trouve, dans ce genre de choses, c'est qu'au cours de cette période, il est apparu que nous pouvions, en tant que Fédération humaniste européenne, avec les idées que nous défendons et dont Pierre vient de parler, trouver des alliés sur un certain nombre de points, des associations aussi bien catholiques, mais indépendants que d'autres. Et c'est ainsi, par exemple, que, je vous donnerai cet exemple, nous avons, pour obtenir le retrait de ce fameux article de la Constitution, Le fameux article 52. le fameux article 52, avec 5 autres associations, dont un groupe Catholics for Free Choice, par exemple, qui est une association catholique indépendante importante, nous avons réussi, on avait une semaine, à contacter un ensemble d'associations en Europe on a reçu 180 associations qui comportaient 1 200 000 membres. C'est pas rien, 1 200 000, qui marquaient leur accord pour rejeter cet article. Et je veux dire par là que si la Fédération humaniste européenne n'est pas une grosse association, elle a un écho dans le public. Et cet écho dans le public, il apparaît à des circonstances de ce genre. Quand, deuxième exemple, et j'en termine par là, c'est quand au moment de la préparation de la déclaration des droits fondamentaux, c'est une déclaration, je crois, une charte des droits fondamentaux. Et nous étions consultés en tant que Fédération humaniste européenne comme bien d'autres là-dessus. Et à un moment donné, lors d'une des réunions, on nous a dit, vous avez maintenant 1 minute pour défendre un droit. Et nous avons défendu le droit qui était le suivant. Le texte auparavant disait un homme et une femme ont le droit de se marier et de fonder une famille. Il y avait un droit, un homme et une femme. Et nous avons défendu dans un auditoire où il y avait des centaines de personnes le principe toute personne a le droit de se marier et de fonder une famille. Un droit pour tous. Et tous ces gens se sont mis debout et se sont mis à applaudir. Ce qui n'étaient pas des laïcs. Qui n'étaient pas nécessairement des laïcs. Et donc ceci montre qu'il y a au sein de la population toute une série de gens et d'associations qui sont réceptifs à ces idées. Et il nous appartient, comme vous venez de le dire, de tenter de promouvoir ça. C'est encore tout à fait d'actualité, parce que Absolument. Pierre Arnaud peut montrer comment aujourd'hui la Commission est en train de réfléchir à des textes sur la dite liberté religieuse, alors que nous avons une liberté religieuse, non, liberté de conscience. Et que ça provoque tout un cheminement à travers le Parlement, puis ça va monter au Conseil. Et là, nous sommes de nouveau sur la brèche, en train de mener le même combat. Oui. Et on a eu donc... Mais ça, ce serait bien que... Oui, Pierre Arnaud, je vais venir, mais le paradoxe fondamental finalement, quand le traité de Lisbonne entre en vigueur en 2009, on se retrouve avec un article spécifique qui propose, qui organise la consultation par les autorités européennes de la société civile en général. Et puis on se retrouve avec un article distinct qui organise la consultation des églises et par extension, grâce au combat qui a été mené, des laïcs aussi. Mais fondamentalement, nous pensons que les églises n'ont absolument pas, et donc nous Rien non plus, à à voir dans cette affaire. avoir un article distinct. Elles devraient être consultées au même titre. Il n'y a aucune raison de donner aux églises un accès privilégié aux décideurs principaux de l'Union européenne. Pas plus qu'à n'importe quelle ONG, que ce soit la Ligue des droits de l'homme, Amnesty ou Greenpeace. J'aurais poussé un petit cocorico, si vous me le permettez, et je remarque que ce sont les laïcs francophones, Georges Liénard, président du Centre d'action laïque, secrétaire général de la Fédération humaniste européenne, aujourd'hui Pierre Galland,
président du Centre d'action laïque, président de la Fédération humaniste européenne, qui ont été un peu l'aiguillon de ces laïcs dans l'Europe. Oui. Et d'ici quelques mois, Pierre Galland, nous allons avoir des élections. Voilà. Nous allons avoir des élections européennes. Et je voudrais vous demander d'un petit peu dire à ceux qui nous suivent comment ils doivent voir, d'un point de vue laïque, ces élections européennes. Quels sont les enjeux? En quoi la Fédération humaniste européenne peut-elle agir pour l'avenir et quels sont les problèmes qui se posent? Excellent, très bonne question. Merci, D'abord, merci, je Pierre. pense que si Georges l'a fait, si moi je continue, c'est d'abord parce qu'étant situé à Bruxelles, nous avons un observatoire permanent vis-à-vis des institutions. Et donc nous sommes, au fond, quelque part, les Belges ont toujours Mais été vous aviez aussi, extrêmement allez, je ne bien vais pas vous placés. lancer des fleurs, vous aviez aussi la conviction de le faire. On en est parce que convaincus nos amis parce que- français ne l'ont pas fait. Mais non, mais parce que nous Ils sont autres, plus puissants que nous nous. pensons que la laïcité et les valeurs que nous défendons, qui sont universelles selon nous, si nous ne les portons pas au niveau européen et nous ne le portons pas ensemble avec les associations qui ont fondé et petit à petit qui rejoignent la FHE, parce qu'il y a aujourd'hui 53 associations qui sont membres et j'espère bien développer ce courant, d'avoir l'an prochain une septantaine d'organisations membres, parce que j'estime que nous devons être capables de représenter aussi la citoyenneté européenne. C'est pas simplement une question d'institution et que ces citoyens doivent pouvoir exprimer quelles sont leurs aspirations et leurs exigences vis-à-vis du devenir de l'Europe. Et c'est là que ça devient intéressant parce que nous avons maintenant une négociation et nous sommes en pleine négociation à l'intérieur de toutes ces organisations pour fixer un programme de ce que sont les demandes des laïcs vis-à-vis de l'Europe pour demain. S'il vous plaît, les Eh bien, grandes lignes de ce je vais programme. me tourner vers Pierre Arnaud parce qu'on a cela et on a fait 4 niveaux de requêtes Oui. qui seraient portés par les laïcs à la veille des élections. Demandons aux parlementaires européens d'y être attentifs et de savoir s'ils sont prêts à se mettre à nos côtés dans ce débat sur quelle conception citoyenne d'une Europe qui est faite d'impartialité et qui est faite aussi de justice sociale. Mais Pierre Pierre Arnaud Arnaud, peut le dire en Pérotti. 4 points, c'est facile. Bon, le premier point le plus important pour nous, c'est la défense des valeurs La séparation. laïques, la séparation, mais aussi ancrée Séparation Église-État. Oui, mais ancrée dans la Convention, dans la Charte des droits fondamentaux, dans la Convention européenne des droits de l'homme, dans toute la défense des droits de l'homme. Et là, il y a un sujet qui est en train de monter en Europe de manière très très forte, et ça ne risque de s'accentuer d'ici aux prochaines élections, c'est la montée de l'extrême droite, du populisme, dans une série de pays européens. Donc les exemples les plus marquants, c'est certainement la Hongrie et la Grèce aujourd'hui, où on voit un parti ouvertement nazi. Un peu l'Italie aussi. Un peu l'Italie aussi, mais en Italie, on n'a pas un parti néo-nazi au Non, Parlement. non, non. En Grèce, on a vraiment des gens qui défilent ouvertement dans la rue en 2013 en se réclamant de l'idéologie nationale-socialiste. Et Hongrie aussi, c'est un pouvoir d'extrême droite. Alors, on hein. a clairement. Alors, de manière assez paradoxale, l'Union européenne s'est beaucoup penchée sur la Hongrie, mais de manière assez désordonnée, assez peu sur la Grèce. Mais même en dehors de ces pays-là, on constate que dans d'autres pays, la Belgique notamment, mais l'Espagne, peut-être La France, avec la l'Italie, montée du Front National. le Danemark a aussi. Enfin, donc, il n'y a pas beaucoup de pays, même l'Angleterre, au-delà des eurosceptiques, on constate une montée de l'extrémisme. Donc, ça risque d'être un des gros sujets. Et notre impression, c'est que l'Union européenne n'a peut-être pas mis la même énergie coordonnée qu'elle a été capable de mettre dans d'autres crises, la crise financière en particulier. Donc Je dirais que plus que jamais, le port du triangle rouge contre les idées d'extrême droite est d'actualité aujourd'hui. Et vous l'avez. Et je le porte. Et vous aussi. Troisième. Donc ça c'est essentiel. L'autre point, c'est tous les aspects de recherche. On en a parlé, je ne vais pas y revenir, mais la recherche, c'est un élément Sur la fondamental. bioéthique, La bioéthique, les cellules souches. Et le dernier point, au-delà, je ne reviens pas sur effectivement le côté institutionnel et le fait que les relations doivent être équilibrées, puisqu'on ne peut pas revenir sur le fait que les églises sont dans la place. On n'a pas le pouvoir de revenir là-dessus, on aimerait bien, mais ce n'est pas possible. Donc il faut au moins que le traitement soit égal avec les laïcs, donc pour pouvoir porter une parole autre. Mais le dernier Oui, mais point... les religieux vous diront, oui, mais les religieux sont infiniment plus nombreux que les laïcs. Donc la démocratie s'appliquant, ils doivent avoir plus de moyens. Alors à ça, on va leur répondre qu'il existe un eurobaromètre qui est fait régulièrement par les institutions européennes elles-mêmes et qui montre que le nombre de croyants en Europe est en chute libre à peu près constante. Et Le donc, nombre c'est de pas vrai. croyants, Il y a peut-être. beaucoup de gens qui ne s'identifient pas comme laïcs, mais qui fondamentalement partagent nos idées. Oui, c'est ça qui est, je pense, le point important dans cette affaire. Mais il y a un des points, justement, pour marquer la représentativité de la Fédération humaniste européenne par rapport à la Commission. Il a fallu véritablement se battre. Et d'ailleurs, il y a une photo qui montre qu'en 1955, et puis 95 puis 1997, on peut la passer à l'écran, on a finalement obtenu
avec l'aide de nombreux parlementaires, d'être reçu par le président de la Commission. Il a fallu se battre pour ça, parce qu'il considérait qu'à parcours des églises, Non, le quatrième point, qui est parce que important, bientôt on aura fini c'est les notre émission. cohérences européennes. Exactement. Aujourd'hui, ce qui est tragique en Europe, c'est qu'on est dans une situation de plus en plus d'incohérence, où on a des principes qui doivent guider les politiques européennes en interne par rapport à la charte que nous avons tous co-signée, et quand on va à l'extérieur, on ne la respecte plus. C'est-à-dire que dans nos relations internationales, et en particulier dans nos relations sur le plan des pays les plus démunis, parce que là, il y a un grand développement. L'Europe est le principal bailleur de fonds international de l'aide au développement. Eh bien, quand on est dans ces situations-là, tout d'un coup, on oublie qu'on avait une charte et qu'on a des principes de respect de l'égalité homme-femme, qu'on a des principes de respect des minorités, contre la discrimination, etc. Et donc, pour nous, ça, c'est essentiel, c'est d'avoir une espèce de cohérence européenne qui permettra à l'Europe d'avoir demain une image vis-à-vis du reste du monde qui n'est pas simplement celle d'un acteur économique, mais de porteuse de valeurs. Eh bien, oui, un tout dernier mot. Oui, un tout dernier mot, c'est que l'enjeu, comme dit très justement Pierre, existe à l'extérieur, mais il existe aussi à l'intérieur, parce que ce que l'Union européenne exige de nouveaux pays membres, on pense à la Turquie évidemment, mais à d'autres aussi, en termes de niveau démocratique, elle pourrait peut-être regarder aujourd'hui d'anciens pays membres qui n'appliquent pas aussi bien les standards qu'on essaie de mettre à l'extérieur. Et encore une fois, on peut parler de la Hongrie ou de la Grèce, on pourrait parler d'autres pays. Merci infiniment, merci Pierre Galland, merci Pierre-Arnaud Perutti, merci Georges Liénard pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. Vous incarnez la Fédération humaniste européenne, vous incarnez le combat laïque au sein de l'Union européenne et je vous remercie pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup pour votre attention.